Bonsoir. Voilà, on va laisser les fauteuils vides, mais la conversation, j'espère, ne le sera pas. Volker, revoyez-vous vos films? Et bah oui, revoyez-vous vos films? Vous arrive-t-il de les revoir? Et avez-vous dans la programmation qui va être proposée ici peut-être des titres à souligner? Oui, en général, je ne revois pas mes films, non. Enfin, ça arrive au bout de 30 ou 40 ans qu'on arrive dans une ville où il y a une rétrospective. Alors là, on voit obligatoirement soit la première, soit la dernière demi-heure, et je ne reconnais plus rien. J'étais d'autant plus surpris en voyant le programme là ici que la Cinémathèque et le festival a réuni, qu'il y a des films où j'étais fermement convaincu qu'il n'y avait plus de copies, et j'en étais plutôt soulagé. pas qu'il y ait encore des copies, mais voilà. Il y a des films dont Billy Wilder dit « Ah bah, ce film, j'en suis divorcé ». C'est le cas, par exemple, de Michael Colas, que je crois que je n'ai jamais revu, et j'ai seulement le souvenir d'un film complètement loupé, d'un beat, de la plus grande erreur, où j'ai cru qu'après ce film-là, je n'en ferais plus jamais d'autres, et je serais grillé partout. Voilà. Mais par contre, il y a au moins 2 films qui sont rarement montrés et que j'aime beaucoup. C'est le Roi des Zones, The Ogre, avec Malkovich. C'est un petit film, si je puis dire, mais grand par son importance. C'est La mer à l'aube, au fond ma version de Guy Môquet et de la Résistance française et d'Ernst Jünger. Voilà. Et récemment, voilà, justement, une soirée comme ça, il pleuvait dehors, alors je ne savais pas où aller, alors j'ai regardé le film. C'était en Amérique, à Long Island, Le Faussaire. Et j'étais complètement étonné, c'est un très bon film, voilà. Alors, ce n'est pas nécessairement les tambours Katharina Blum et autres qui sont à voir, mais ça, grâce à la Cinémathèque, il y a effectivement encore des copies. Oui, puis on est très mauvais juge soi-même, hein. Tout ça, c'est des rapports très émotionnels. Ben justement, comme dit Billy Wilder, il y a des amours qui durent, il y en a d'autres où c'est le divorce, c'est fini, il ne faut plus en entendre parler. Il y a évidemment, c'est une question à peu près inévitable, et bon, on y est amené, vous mentionnez Le Roi des Zones, on parle du tambour. Avant était votre premier film, l'adaptation aussi littéraire aussi. Il y a un rapport à la littérature et qui est intense, qui est très fécond chez vous. Je sais que vous sortez d'un film tourné aux États-Unis qui est d'un script original. Oui. Donc là, mais sinon, c'est une des choses qui revient de manière évidente, c'est ce rapport et ce désir, cette capacité à empoigner une œuvre, un univers, et voilà. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. On fait des films sur des choses qui vous enthousiasment. Alors, évidemment, ça peut être Le Dernier Chagrin d'amour. Ça, c'est le film que je viens de faire. C'est peut-être pas... Oui, c'est le dernier dans le sens chronologique. Dernier Chagrin d'amour. Et il y a d'autres fois, surtout... je ne sais pas, jeune, j'avais parfois l'impression en lisant un livre que c'était une expérience plus intense que la vraie vie. Alors évidemment, l'artiste, normalement, elle doit traiter des traumas qu'il rencontre dans sa vraie vie, mais ça peut être aussi des traumas qui sont déclenchés par la littérature, par une lecture. Et certainement Les Désarrois de Lefterless, le premier, c'était ça. Il y en a d'autres, je ne sais pas, L'honneur perdu de Katharina Blum, c'était presque pas de la littérature, c'était un pamphlet, c'était sur le show, c'était dans les années très très agitées, de l'amitié avec Heinrich Böll, de l'Allemagne en automne, de tout cela. Donc j'avais pas l'impression de faire de la littérature. Donc c'est très divers, et pour moi, une fois que je suis avec des acteurs sur le plateau et qu'on fait vraiment le film,
on oublie si c'est basé sur une œuvre littéraire ou sur une expérience personnelle ou sur l'expérience d'un autre qu'on a voulu raconter. C'est quand même le même travail. Vous avez, étant à Paris, étudiant et ensuite assistant de réalisateur majeur comme Mal René, vous avez vécu ce tournant des années 1950 et 60, quand il y a eu la nouvelle vague, et ensuite retournant en Allemagne pour entamer votre travail de réalisateur à part entière. Vous avez été à l'origine de ce qu'on a du Neue Deutsche Film, donc ce qu'on a appelé le jeune cinéma allemand, le nouveau cinéma allemand, avec Klug. Et donc vous avez vécu des débuts dans une période d'effervescence créative très particulière. Le cinéma se réinventait en partie. Oui, j'aime bien votre expression de réalisateur à part entière, parce qu'effectivement, même quand on est assistant, comme je l'ai été pendant 5 ans, avec, je ne sais pas, 4-5 films avec Louis Malle, 3 films avec Melville et autres, on se sent déjà présomptueusement un peu réalisateur, sauf qu'on n'a pas la responsabilité du film. C'est ce que Louis Malle disait toujours. Vous avez toute la joie de faire du cinéma sans porter la responsabilité. Non, effectivement, c'était tout simplement, je peux le dire maintenant en regardant en arrière et même sans nostalgie, les années d'or du cinéma. C'était la fin des années 50, enfin le milieu des années 50, la fin des années 50, une cinéphilie explosive, en tout cas dans les pays francophones. Et en même temps, l'adoration du cinéma américain, les westerns, les grands mélodrames, et la volonté de tout casser et de faire autre chose. Enfin, inoubliable à l'époque, les articles de Truffaut dans Art, qui étaient vraiment incendiaires et extraordinaires. On pouvait à peine croire ce qu'on lisait. Et bon, j'avais, je ne sais pas, 5 ou 6 ans de moins que lui. Et puis 2 ans passés à la Cinémathèque à Paris, rue d'Ulm. 3 films tous les soirs, c'était mon occupation principale. Et dans la salle, il y avait tous ceux qui allaient ensuite faire la nouvelle vague. Vous avez Rivette, Godard, Chabrol, étaient vraiment des permanents. Et donc on se connaissait avant même qu'ils aient commencé à faire leurs films. Ils écrivaient déjà beaucoup sur le cinéma. J'étais cadet, j'étais certainement le plus jeune dans la bande, mais c'est ce qui m'a permis, quand ils sont passés réalisateurs, de passer assistant. C'était pas plus compliqué que ça, c'était une grande chance. Et effectivement, ce sentiment d'une confraternité des gens de la nouvelle vague, qui a duré jusqu'à la fin des années 70, c'était extraordinaire. Donc pour nous, le grand événement, c'était pas du tout 68, ça c'était un truc universitaire et politique. Pour nous, le grand événement, c'était 59, le départ de la nouvelle vague. C'est ça qui était notre révolution à nous. Mais la politique s'est invitée un peu plus tard. Et vous avez vécu ça intensément en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de révolution esthétique. On se débarrasser d'un autre cinéma, du cinéma ancien. C'était la même chose pour Klug et vous et les autres jeunes du cinéma allemand à l'époque. Et puis la politique s'est réinvitée. Je pense que d'ailleurs vous l'avez accueilli avec des films qui ont fort marqué. Mais ça a duré et ça a marqué aussi, par exemple, le film Le Tambour. A été, beaucoup de gens l'ont lu, ont voulu le lire avant tout comme politique, alors qu'il y a bien plus que ça. C'est un film sur l'enfance, tout court. Voilà. Sinon, il ne durerait pas. Le problème des films politiques, c'est qu'ils ne durent pas. Mais ma politisation, en réalité, elle a commencé au lycée Henri IV à Paris. Elle a même commencé chez les Jésuites à Vannes pour mon premier bac, puisque c'était d'abord 56 Budapest. Et ensuite, c'était la guerre d'Algérie. Et au lycée Henri IV, j'ai emmené une valise pleine
du pamphlet de Henri Allègre, La Question, qu'on bazardait, il fallait me faire éjecter, tout cela. Non, c'était, il y avait les CRS devant la porte, dans le quartier derrière Mouffetard, Montagne, Sainte-Geneviève, il y avait les rafles la nuit. Le matin, 16 cadavres qui flottaient dans la Seine. C'était pas difficile d'être politisé, c'était existentiel et on l'était. Ça a repris après, dans les années 70 en Allemagne, quand on a vu, enfin moi en tout cas je l'ai lu comme ça, quand il y avait à nouveau militarisation de la police, chasse aux sorcières, au début de la bande à Bader, avec Heinrich Böll qui était accusé d'être le père spirituel de la violence, lui le grand pacifiste. C'était une politisation qui venait de la vie, qui n'était pas du tout un engagement abstrait ou intellectuel. Il y a une question. Mais je pourrais continuer là-dessus. Oui. Parce que la dernière guerre, enfin juste l'année avant la fin de la guerre d'Algérie, au printemps 61, Louis Malle m'a entraîné en Algérie, il voulait faire un film sur la guerre, alors que c'était encore la guerre. On en a fait un documentaire. On était avec des commandos de chasse de la ville d'Alger, où il y avait pratiquement la guerre qui ravageait, en tout cas la nuit. Et un film comme Le Faussaire, c'est simplement basé presque sur les souvenirs de ce voyage de la dernière année de la guerre d'Algérie. Donc, je ne peux pas dire que la nouvelle vague était seulement une révolution esthétique. Il était bien entendu que nous étions tous très très politisés. Il y a une question qu'on pose. J'ai eu ma carte de la CGT en 60. J'en ai honte aujourd'hui quand je vois ce qu'ils font. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore la nuit, mais vous êtes debout. Vous êtes debout. Aujourd'hui, ça ne peut qu'avoir un sens. Il y a une question qu'on pose souvent, là, comme ça, en fin d'interview, sur, au fond, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ? Je posais cette question un jour à Ben Kingsley et il me dit non, vous ne posez pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qui fait que vous continuez ? et effectivement, en posant cette question, je m'aperçois que parfois les raisons du départ ont été ensuite doublées par d'autres raisons trouvées en chemin. Qu'en est-il pour vous ? Oui, je suis embarrassé. Je crois que j'ai décidé que je voulais entrer dans le monde du cinéma en feuilletant à 14 ans ou comme ça. Des magazines où on voyait des équipes de tournage en Islande ou au bord du Nil ou des choses comme ça avec des casquettes renversées, tout ça. Je me dis, oh ben, quelle aventure, ça serait quand même mieux que d'être notaire ou même médecin. Et sur cette vague idée, j'ai commencé à prendre des photos et puis je voulais être caméraman, croyant que le caméraman faisait les films, puis après, peu à peu j'avance, j'apprends que, ah bon, il y a un réalisateur qui dit au directeur de photos ce qu'il faut faire, bon alors à ce moment-là, il faut être celui-là. Mais c'est d'abord le goût de l'aventure, et là je viens de tourner à New York et à Long Island, mais tout à fait à la sauvette dans la rue, sans aucune permission, sans rien, avec de très grands acteurs, Stellan Skarsgård et Nina Hoss, mais qui se prêtaient au jeu. Simplement, on entrait dans un café, on déballait notre caméra, on commençait à tourner, et avant qu'ils aient prévenu le propriétaire, on était déjà reparti ailleurs. Et on peut tourner comme ça aussi. C'est même la seule manière de tourner à New York si on n'a pas 100 millions. Et pour moi, c'était ce plaisir-là, retrouvé. Je crois qu'il m'a fait partir, c'est d'aller ailleurs et découvrir quelque chose et de raconter ce qu'on a vu. Et sur la longueur, ce qui fait que le désir est toujours aussi fort ? C'est un mode de vie, oui. Je ne me pose pas la question. Tant qu'on me laisse faire, je continue. Bien. Si je peux me permettre un grand flashback, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le premier film que vous vous souvenez avoir vu ? Et ensuite, quel est le premier film qui a eu sur vous
un impact important du type « Ah mince, le cinéma peut faire ça ». Ben, le premier que j'ai vu, je ne m'en souviens pas. En plus, j'ai grandi à la campagne, pour ainsi dire, et il n'y avait pas de cinéma, c'était pas, je ne me souviens pas. Mais assez décisif a été Sur les quais de Kazan avec Brando. Oui, il y en a eu peut-être d'autres, mais celui-là, je me souviens nettement le côté de sortir de la salle comme un illuminé et de marcher dans les rues et de dire, bah voilà le pouvoir du cinéma, l'injustice au monde, voilà, l'un et l'autre peuvent se complémenter, on peut se servir du cinéma pour faire autre chose que du pur divertissement, voilà, j'avais 15 ans. Mais je dois dire que la même année, j'ai vu Fenêtre sur cour, qui n'est pas politique du tout, et surtout La Comtesse aux pieds nus, où j'ai rien compris, mais j'étais totalement fasciné par Ava Gardner. Alors, et puis un très beau personnage de réalisateur de film. C'est un petit peu comme un môme qui veut être conducteur de locomotive, quoi. Avant de vous Aucun message à donner à l'humanité. Avant de vous laisser le plaisir de voir ou de revoir Le Tambour, peut-être quelques mots sur le film et sur ce qui s'est passé avec le film. Parce que bon, vous êtes embarqué sur le film. À l'arrivée, le film est primé à Cannes, il est primé aux Oscars, il se passe réellement quelque chose. Quel est votre regard rétrospectif là-dessus? Et est-ce que quand on fait un film, parfois on a conscience, on se dit, tiens, il se passe quelque chose, là, il y a quelque chose... Là, la clé est très simple, et c'est ni le chef-d'œuvre de Günter Grass, ni mon travail à moi. Je crois que c'était simplement la présence de ce môme extraordinaire de 10 ans, David Bennett, et si le film tient le coup aujourd'hui, c'est certainement à cause de lui. Je ne sais pas comment on a osé commencer l'aventure et écrire le scénario et préparer le film sans avoir l'interprète. On a vu des nains de cirque, on a vu toutes sortes de choses, on a pensé à Roman Polanski, à Dustin Hoffman, jusqu'au jour où l'idée a été très simple, mais au fond, non, il n'y a pas besoin d'un nain, rien. Il faut un enfant très doué, très fort, et puis on a trouvé un enfant qui avait la moitié de la taille qu'il devait avoir, heureusement il a grandi depuis, et qui était en plus le fils d'un grand acteur, Hans Bennett, avec qui je venais de travailler dans le film précédent, Katharina Blum, et que vous connaissez du dernier métro de Truffaut, et aussi il a beaucoup travaillé en Belgique. Et du moment qu'on avait David et qu'on a commencé à préparer le film avec lui, alors pour la préparation, je lui ai fait donner des leçons de tambour, de percussionniste, le premier batteur de l'opéra de Munich, M. Pettenkofer. Et au bout de 3 mois, David savait très très bien jouer la batterie, donc il avait l'impression, maintenant je peux jouer le rôle, je suis tambour. Et nous tous avions l'impression, c'était des maquilleurs et costumiers italiens, c'était des techniciens yougoslaves, c'était des Allemands, c'était des Français, c'était des Polonais, quelle que soit l'origine, nationalité, tout le monde était fasciné par notre vedette. Les acteurs adultes aussi, et eux, ils étaient très très jaloux parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas une chance en termes de présence contre cet enfant, et face à cet enfant. Et ça s'est très très bien passé au tournage. Moi j'avais l'impression de revivre presque une enfance qui n'était pas du tout anarchique comme la sienne, mais tout ce qu'on aurait voulu faire, je pouvais le faire à travers lui. Il y avait une complicité entre nous, et c'est ça qui a porté le film, et c'est ça, je crois, qui fait durer le film. Il y a une autre raison que moi, à l'époque, je n'avais pas compris, c'est Jean-Claude Carrière qui me l'a expliqué à un moment donné. Et il a dit, mais on ne raconte pas du tout l'histoire d'Oscar, là, qui ne veut pas grandir et qui fait le pitre.
Ce qu'on raconte, c'est qu'il est né en même temps que le mouvement nazi. Il a son premier jour d'école au moment où Hitler prend le pouvoir. Il est à la poste polonaise au moment où le premier coup de feu de la Deuxième Guerre mondiale est tiré justement à la poste polonaise. Il est à Paris peu après que Hitler ait été sous la tour Eiffel, et il est sous la même tour Eiffel. Il est en Normandie la veille du débarquement des Alliés. Il est de retour à Gdańsk le jour où l'armée rouge arrive. C'est-à-dire qu'on raconte toute une courbe historique en même temps que la vie de ce garçon de 0 à 21 ans. Et c'est probablement ça qui répond le mieux. Qu'est-ce que c'est que ce film? Est-ce que c'est un film politique ou est-ce que c'est un film sur l'enfance? Espérons que ça soit un film sur la vie. Et la vie, c'est, en l'espèce, c'est David Bennett. Merci infiniment, Volker Steinberg. Nous vous souhaitons une excellente projection de ce grand film. Merci, bon plaisir.